Bonsoir tout le monde. Au nom du bureau d'ICF Maroc et du Bonsoir. collectif ICF Maroc, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire qui sera animé par notre ami Rachida Sarrini et Mohamed Boufriwa. Nous sommes trop honorés par ce binôme. Ce binôme a beaucoup de points communs. D'abord, tous les deux, ils viennent du monde de l'enseignement et de l'éducation. Je ne vais pas vous dire des détails, mais vétérans dans l'éducation et l'enseignement tous les deux. Ils ont aussi un point commun, c'est qu'ils sont deux anciens membres de bureau de Maroc Coaching. Et donc, c'est compte parmi les fondateurs Maroc Coaching et ICF Maroc aujourd'hui. Et bien sûr, Rachida se distingue par tout ce qu'elle a fait au niveau du coaching professionnel, l'analyse transactionnelle, la PCM, l'hypnose ericksonienne, etc. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec elle comme vice-présidente actuellement du bureau ICF Maroc. Et je la remercie d'avoir été à l'initiative de ce webinaire avec Si Mohamed sur un thème intéressant, coaching collectif. Si Mohamed aussi, il nous a honoré cette année par son PCC et donc très vétéran dans le coaching scolaire et le coaching collectif, tout ce qui est coaching d'équipe. Voilà. Un grand plaisir de les recevoir ce soir. Un grand plaisir aussi de vous avoir toutes et tous. Et je nous souhaite à tout le monde beaucoup de plaisir sur un thème pertinent, coaching collectif, outils et méthodologie de travail. Et merci à Rachida et merci à Si Mohamed. La parole est à vous. Merci, cher Président. Bonsoir à vous tous et merci à vous d'avoir répondu à notre invitation pour partager notre réflexion ce soir autour de la thématique le coaching collectif, quelles compétences selon l'ICF, outils et pratiques. Alors, le pourquoi de cette thématique. Notre première motivation vient de ce que notre ami Mustafa vient de dire. Notre première motivation émane de notre fidélité à la mission d'éducateur et surtout à notre vision de l'éducation. Et vu notre expérience en psychopédagogie et en formation des formateurs, moi j'ai fait presque 40 ans et c'est Mohamed un petit peu moins, il est plus jeune que moi. Et donc, de par notre expérience actuelle aussi, en tant que coach et en tant que formateur de coach pédagogique, nous avons fait des constats de points communs entre la pratique du coaching et celle du pédagogue. Le pédagogue, bien sûr, qui s'inscrit dans le modèle pédagogique sur l'apprenant, dans les méthodes et techniques novatrices. C'est le modèle qui est issu de la philosophie et des psychologies humanistes, dont celui que nous connaissons tous et qui est aussi à l'origine du coaching d'une manière générale. C'est, comment il s'appelle? C'est Mohamed au secours. Comment il s'appelle? Bref, il reviendra, ça reviendra. Donc, ce constat, nous l'avons fait, et en particulier autour de ce qu'on appelle l'approche par compétence dans le domaine pédagogique, et qui nous rappelle l'approche par compétence dans la professionnalisation du coaching selon l'ICF. Donc, c'est de là qu'est née la Puis, merci de fermer vos micros, s'il vous plaît. Nous partageons également avec vous, là on est dans l'esprit de collaboration et de partage avec vous qui êtes notre miroir et on aimerait récolter des feedbacks. Et, Rachida? Non. Mon micro était désactivé. Ah, Carole. Non, j'étais avec le psychologue humaniste duquel est issu le modèle non directif centré sur l'apprenant. D'accord.
Alors, nous partageons donc notre posture avec vous et puis nous aimerions mettre encore et encore en évidence le professionnalisme à partir de la position méta du coach. Et la position méta, pour nous, c'est la conscience que le coach a de faire ce qu'il fait, quand il le fait, et des effets, des outils et des techniques qu'il utilise. Et pour valider sa posture de base, le coach se réfère à des modèles théoriques, à des référents, des outils et des techniques. D'où l'affirmation qui prend ici tout son sens pour nous, c'est que le meilleur outil du coach est lui-même. Voilà pour nos finalités pour ce webinaire. Maintenant, nos objectifs. Nous allons partager avec vous notre lecture des 8 compétences du coach, selon l'ICF, à partir du concept de compétences selon le BOTERF, et en se focalisant sur le coaching d'équipe. Alors, le BOTERF est un consultant international et il est spécialiste, c'est la référence dans la compétence, dans la notion de compétence et la construction des compétences. Il a publié plusieurs livres autour de cette thématique, et donc dans le domaine de l'éducation et aussi dans le domaine de l'entreprise. Voilà donc une petite grille de lecture à partir de la compétence selon le BOTERF. Et puis, nous allons illustrer le déploiement des 8 compétences du coach selon l'ICF à travers les outils et les pratiques. Là, j'ai une partie, voilà, à travers des exemples d'outils pratiqués, que vous pratiquez certainement, vous également. Alors, les contenus, bien sûr, une inclusion que Si Mohamed aura le plaisir d'animer pour nous. Ensuite, nous allons rappeler les définitions parce que je suis sûre que tout le monde les connaît, mais c'est bon de les rappeler, une petite piqûre de temps en temps. Le coaching collectif, c'est quoi? Le coaching d'équipe, le team building, quelle nuance entre eux? Les référents théoriques et les outils et les techniques, quel lien entre eux? Les compétences, sont-ils des comportements structurés ou des potentialités invisibles? Et ensuite, nous allons présenter les compétences une à une et les illustrer à travers des exemples d'outils de coaching, débat et d'éclusion à la fin. La démarche normalement, elle se veut interactive. Nous allons déjà co-animer, Si Mohamed et moi-même, et nous serons en interaction avec vous à travers des sondages, des feedbacks et des chats, et à la fin par un partage de réflexion et un débat. Voilà ce que nous proposons de faire avec vous. À toi, Si Mohamed. Merci Rachida. Donc, en inclusion, nous vous invitons à vivre avec nous un moment en 2 temps. Dans un premier temps, je vous propose de répondre à 2 questions. Une question portant sur l'énergie de l'instant et une deuxième question portant sur les besoins. Alors, pour la première question, avec quelle énergie venez-vous en ce moment? Une énergie élevée, moyenne ou faible? Merci, Ihsan, de lancer cette question sous forme de sondage. Et je vous invite à répondre à cette question. Si tout le monde a répondu, ou la majorité, ça serait bien d'afficher les résultats. Ihsan. Excellent. Donc, un niveau d'énergie qui tourne autour de la moyenne. Donc, c'est élevé à moyenne. Et un sentiment d'énergie faible, c'est normal, c'est la fin de la semaine.
Excellent. Et la fin de la journée, on va passer à la deuxième question. Et cette fois-ci, je vous invite à répondre par chat. En un mot, de quoi aurons-nous besoin pour vivre ensemble un webinaire constructif et convivial? Merci, Hassan. Qu'est-ce que je vois au niveau du chat? Voilà. Ouverture, bienveillance, présence, ouverture, présence, partage, être en position méta, simplicité, excellent, parfait, interaction fréquente, simplicité, amour inconditionnel, écoute, merci beaucoup. Donc, dans un deuxième temps, nous vous proposons la question suivante. Quand vous avez répondu à la question précédente, qui étiez-vous? Des individus, un groupe, une équipe, une communauté ou une organisation? Qui étiez-vous? Merci, Hassan, de lancer le sondage. Et c'est à choix multiple. Est-ce que tout le monde a participé à ce sondage? Hassan? Voilà. Donc, le pourcentage ici n'a pas de sens parce que c'est une question à choix multiple. Mais ce qui apparaît le plus, c'est que la plupart des réponses tournent autour de la notion de communauté, des individus, mais en même temps, un groupe, une équipe, une organisation. Donc déjà, nous avons une idée sur la perception des uns et des autres quant à leur engagement dans cette inclusion. Donc, pour arriver au débriefing, on aurait pu vivre une inclusion complète en invitant les participants à se présenter et à vivre vraiment l'inclusion et poser 3 questions en débrief. Comment avez-vous vécu cette inclusion? Qu'avez-vous ressenti? Et quel sens que vous donnez à cette inclusion? Donc, on peut retenir 3 éléments fondamentaux à prendre en considération. Le point sur l'énergie, pour se poser la question, comment allons-nous optimiser ensemble cette énergie? S'il est vraiment basse, donc c'est un défi pour l'ensemble du groupe avec son coach pour l'améliorer. S'il est vraiment haute, c'est aussi problématique, comment la canaliser. La question qui porte sur les besoins individuels et collectifs, c'est pour concevoir un cadre et mettre en place un processus de fonctionnement pour que tout le monde existe d'une manière inconditionnelle et libre. La question sur l'identité, qui était en nous pendant que nous répondions à la question, quel niveau de maturité du groupe? Ces éléments, ils sont très importants pour prendre en considération, pour optimiser l'énergie et pour aussi mettre en place un système de permission et de protection et de gestion d'influence
pour un meilleur fonctionnement. La question sur l'identité est à prendre en considération dans la mesure où ça impacte le style d'animation et de communication pour accompagner l'équipe. Alors, nous passons à un quatrième sondage, c'est numéroté, sur les différents types de coaching que vous pratiquez. Ça va nous donner une idée de ce qui nous est commun, de ce qui est différent, pour nous mettre ensemble dans le même moule. Alors, qu'est-ce que vous pratiquez? Là, c'est une question à choix multiples. Le coaching individuel, le coaching d'équipe, le team building, le coaching de groupe, le coaching collectif ou le coaching d'organisation. Ihsan, s'il te plaît, tu affiches le sondage. Pour répondre. Ihsan? Allô? Oui, madame. Accordez-moi une seconde, s'il vous plaît. D'accord. Allô, Ihsan, tu as un souci? Allô? Oui, madame Chida. Accordez-moi une seconde parce qu'apparemment, il y a un problème. D'accord. Oui. Donc, ce que je propose, on peut passer à la suite en attendant que le problème technique se règle. Tout à fait. C'est possible, Rachida? Oui, on y va. Ok, ça marche. Quand tu es disponible, Ihsan, tu nous fais signe. D'accord? Je ne sais pas si elle t'entend. Bon. Voilà, donc nous vous avons parlé d'une piqûre de rappel des différentes définitions et des nuances entre les différents types de coaching collectif. Le coaching collectif peut s'entendre dans le sens où il englobe tous les types de coaching où il y a plusieurs individus, plusieurs personnes. Mais nous avons trouvé une autre définition qui le distingue par ses spécificités. C'est une définition qui le ramène au co-développement. Il s'agit d'accompagnement pour le développement commun d'un ensemble de dirigeants ou managers ou experts qui sont du même niveau, mais qui ne sont pas nécessairement ni du même groupe, ni de la même entreprise. Ça peut être des séminaires interentreprises. Et le but, c'est l'amélioration de la performance individuelle par le travail de partage et de recherche de ressources en groupe. Son but, c'est le renforcement des liens et surtout pour amener les managers, les participants à ce type d'accompagnement à développer davantage de coopération pour un management participatif ou même pour instaurer ce que nous appelons la culture du manager coach. Ce sont donc ici les modalités du coaching, du co-développement. Alors, sa spécificité aussi, c'est que le coach est en position haute. Il est en position d'expert, aussi bien dans le domaine du coaching que dans la formation et la dynamique du groupe. Ça, c'est les deux définitions du coaching collectif. Alors, comme dans le domaine sportif, moi, je vais utiliser beaucoup la culture de sport. Comme dans le domaine sportif, il existe des sports individuels et des sports collectifs. En coaching, il y a le coaching individuel et le coaching collectif. Et en coaching collectif, il y a le coaching individuel en groupe, il y a le team building
il y a le coaching d'équipe et le coaching d'organisation. Quelle différence entre le team building et le team coaching? Déjà, sur le plan de la terminologie, le team building et le team coaching, c'est une terminologie anglo-saxonne qui veut dire team building, c'est une opération de cohésion d'équipe en français, ou de coaching. Le team coaching, c'est le coaching d'équipe. Donc, de par le nombre, la durée et le timing, il y a une grande différence entre team building et team coaching. Moi, je vais pointer 3 éléments importants, voire 4, pour faire la différence d'une manière nette. Si les objectifs de team building… Qui c'est qui s'amuse? Quelqu'un Quelqu'un s'amuse. Voilà. C'est pas moi. Hein? Voilà, si les objectifs du team building, c'est le développement de la performance d'une équipe, les objectifs du coaching d'équipe, c'est le développement du fonctionnement de l'équipe. On voit ici qu'il y a une grande différence entre la performance de l'équipe et le fonctionnement de l'équipe. Et le coach utilise un certain nombre de compétences au niveau du team building qui ressemblent beaucoup plus à des compétences d'animation pour stimuler, dynamiser, donner de l'impulsion, motiver, comme si on imagine cette motivation qui vient de l'extérieur pour mobiliser les équipes. Alors que pour le coaching de l'équipe, le coach, il fait émerger par le groupe ses propres objectifs en posant des questions, en utilisant la reformulation pour approfondir la compréhension de la situation, le partage des objectifs et l'organisation pour les atteindre. On peut imaginer qu'en team building, le coach adopte une position haute alors qu'il adopte une position basse en coaching d'équipe. Voilà ce que je peux dire comme différence entre le coaching d'équipe et le team building. OK. Alors maintenant, le coaching d'équipe. Bien sûr, il y a plusieurs définitions et chaque auteur a sa définition. Nous avons opté pour celle d'ICF International. C'est une définition que nous avons puisée chez Sylviane Cagnot dans son ouvrage « L'art et la pratique du coaching professionnel ». Alors, selon l'ICF, le coaching d'équipe se fonde sur un partenariat entre le client, ici l'entreprise, et l'équipe et le coach. Donc, je vais devoir lire pour ne pas déformer la citation, mais je mets en évidence ici le caractère fondamental, c'est le partenariat entre le client et l'entreprise. Et quand on dit l'entreprise, c'est aussi l'équipe. Il s'agit de parité, d'adulte à adulte, où ni l'un ni l'autre n'adopte la position d'expert. Ici, on n'est pas dans l'esprit du contrat juridique traditionnel où le commanditaire va imposer un certain nombre d'objectifs à atteindre qu'on va obliger l'équipe à accepter. Là, il s'agit d'une parité et aucun des deux n'a de position haute par rapport à l'autre. Il s'agit d'une relation de complémentarité, donc entre le coach et le commanditaire et l'équipe, visant la mise en autonomie. Bien sûr, la grande finalité de tout coaching, c'est l'autonomie du client pour qu'il donne les moyens d'atteindre les objectifs que lui seul, c'est-à-dire le client, et on entend par là l'équipe et le commanditaire, a défini
et qui a défini également les indicateurs de performance, les indicateurs qui vont valider l'atteinte des objectifs. Je pense que la plupart des points ici sont également dans le coaching individuel, mais avec quelques spécificités pour le coaching d'équipe. Tu veux ajouter quelque chose, si Mohamed? Non, c'est bon. Est-ce que Ihsan, tu es prête pour lancer le sondage? Elle ne me retrouve pas. Bichara est en train de me... Bon, on va continuer. Hein, on va continuer. On va continuer. OK, ça marche. Alors, la différence entre les trois types de coaching que nous venons de définir, les nuances, les différences, on les a dégagées à partir de trois critères. L'effectif optimal pour chacun, la logique prioritaire et la durée. Alors, pour le coaching collectif, le maximum, c'est 20 personnes. Alors, quand on entend ici coaching collectif, c'est dans la conception du co-développement. 20 personnes. Pour le team building, ça va de 12 et ça va jusqu'à 300 et plus. Et pour le coaching d'équipe, maximum 12 personnes. La logique prioritaire pour chacun. Pour le coaching collectif, c'est la logique du développement des individus dans le groupe. Pour le team building, ça concerne aussi bien les individus, le groupe que l'institution, l'organisation. Et pour le coaching d'équipe, c'est uniquement l'équipe. Tout est centré sur le fonctionnement de l'équipe et son développement. Pour la durée, le coaching collectif dure en général un cycle. Ça peut être 1 jour ou 2 jours ou des séminaires. Le team building, il peut aller d'une demi-journée jusqu'à 2 voire 3 jours. Et le coaching d'équipe, c'est au-delà de 6 mois pour que le travail puisse se faire depuis la définition des objectifs jusqu'à leur atteinte et le passage à l'action sur le terrain. Ça prend beaucoup plus de temps. OK. Donc, quelle différence entre théorie, outil et technique? C'est des termes qu'on utilise et dans un souci de relation théorie-pratique, ça serait bien de faire la différence parce que ça va donner de la profondeur à l'action. Je donne un exemple. On fait recours en coaching à la technique du questionnement. Quand je pose, par exemple, une question portant sur les ressentis, je m'adresse à l'état adulte de mon coaché, mais je cible sa partie enfant. Et les états du moi, c'est un outil qui est basé sur un certain nombre de fondements théoriques de l'analyse transactionnelle. Également, en coaching d'équipe, le fait d'envisager des présentations croisées ou à travers un jeu, la définition des règles et du cadre de fonctionnement, je prends en considération un outil très puissant qui est l'ICO, qui est basé sur un certain nombre de fondements et de principes théoriques issus de la théorie de l'élément humain développée par Will Schultz. Donc, dans un souci de relation théorie-pratique et pour donner de la profondeur à l'action, il est intéressant de prendre en considération la relation entre ces différents éléments. Encore un petit mot sur l'outil inclusion, contrôle, ouverture en coaching d'équipe.
Par exemple, en inclusion, quand on sait qu'il y a 3 questions existentielles qui se posent au niveau de la phase de l'inclusion, telles que suis-je important, l'autre, est-ce qu'il est important, l'autre, est-ce qu'il me considère comme important. Donc, tant qu'il n'y a pas réponse à ces questions, il est très difficile d'enlever la barrière individuelle pour construire la frontière du groupe. Rachida, active ton micro, s'il te plaît. Merci. Un petit problème technique. Je crois que quelqu'un est rentré par le lien d'ICF et il a coupé tout le lien avec Ihsan. Et donc, elle ne retrouve plus les sondages. C'est dommage parce qu'on en avait plusieurs pour être en interaction avec vous. Donc, on gère. Pas de souci. D'accord. Donc, également, dans la phase contrôle, 3 autres questions existentielles. Une fois le groupe est constitué en groupe, il n'y a plus de frontières individuelles, se posent d'autres questions. Suis-je compétent? L'autre, est-ce qu'il est compétent? L'autre, est-ce qu'il me considère comme compétent? Résoudre la problématique de l'importance ne permet pas de régler le problème de fonctionnement au niveau du groupe. Donc, la question de la compétence se pose par rapport au fonctionnement au sein du groupe, par rapport aux règles de fonctionnement, qui fait quoi avec quelle règle. La même chose dans la phase de l'ouverture, la question de l'amabilité. Suis-je aimable? Est-ce que l'autre me considère comme aimable? Et est-ce que l'autre, est-ce qu'il est aimable pour prendre en considération aussi ma fragilité? Voilà, donc le fait de connaître ça en tant que théorie nous permet de mettre en place les techniques pour accompagner les individus en groupe ou les individus en coaching d'équipe. Donc, les outils et les techniques, en fait, ils sont un tout indissociable. Donc, il y a des techniques qui concernent le déploiement de l'outil, c'est très important, c'est un ensemble de consignes, de nombre de tours de main et des précautions qui contribuent à l'efficacité de l'outil. C'est pour ça, à chaque fois quand on choisit un exercice, par exemple, on essaie de le structurer, quelles questions à poser, quelles règles à fixer, quel timing, et ainsi de suite, et ça fait partie des outils. Le debriefing aussi, sous forme de questions, elle sculpte l'outil pour lui donner sa véritable finalité, parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'animer un exercice ou une situation, il faut aller jusqu'au bout en accompagnant l'équipe à travers le débriefing. Et le reflet systémique, c'est quelque chose d'extrêmement important parce qu'il provoque les prises de conscience, voire les changements les plus importants pour permettre à l'équipe d'avancer. Et nous aurons l'occasion de revenir sur ça au niveau de la présentation des compétences par compétences. L'analyse méta, il permet de comprendre ce qui se passe, l'approfondir et le cristalliser. Les outils et techniques en coaching d'équipe, ils sont très divers et variés, impossible de les dénombrer. On peut créer un instant et construire à partir de ce qui vient. Le coach, en imaginant le point d'arrivée, il essaie de trouver par quel moyen, quel outil utiliser pour accompagner son équipe dans son projet de transformation. Et dans ce cas-là, le coach, il privilégie
plutôt des outils que d'autres. C'est en fonction de son histoire, sa formation, son expérience. Donc, on peut imaginer un accompagnement à 100% analyse transactionnelle ou programmation neurolinguistique ou un mix entre les différents outils, la systémie, la process com et la gestalt. Malheureusement, on ne peut pas... C'est Mohamed. Oui, c'est possible. Oui, il y a Bichara qui a repris la main. Elle va nous accompagner. On peut revenir au sondage 4 avant le 5. Excellent, magnifique. Merci beaucoup, Bichara. Merci, Bichara. Alors, quel type de coaching pratiquez-vous? C'est encore à choix multiples. Coaching individuel, coaching d'équipe, team building, coaching de groupe, coaching collectif, coaching d'organisation ou autre. Merci de répondre. Merci, merci beaucoup. Alors, la même chose que tout à l'heure, on ne peut pas tenir compte du pourcentage parce que c'est une question à choix multiples. Et on voit la grande tendance parmi ceux qui est avec nous. La grande tendance est vers le coaching individuel, puis suit le coaching d'équipe et le coaching d'organisation. J'ai l'impression que ce sont ceux qui ont fait le CIES, le CIES qui fait l'individuel, l'équipe et l'organisation. Et team building et coaching collectif à peu près, et coaching de groupe au même niveau. Donc, nous sommes dans une communauté où tous les types de coaching sont pratiqués et la différence, c'est les préférences de chacun ou alors les demandes. Les demandes qui sont faites soit au niveau de l'individuel ou au niveau de l'équipe et de l'organisation. Merci. Bichara, on peut tout de suite passer au deuxième, celui le 5e sondage sur lequel on s'est arrêté tout à l'heure. Alors, si Mohamed a défini les outils et il les a aussi définis par rapport aux référents et par rapport aux techniques. Alors, quels sont les 3 principaux outils de coaching collectif que vous utilisez régulièrement? Et là, la réponse se fera par chat, s'il vous plaît. Vous pouvez les mettre dans un seul message, si vous pouvez, bien sûr. L'ICO, le CM, l'analyse transactionnelle. Oui. L'individu. Oui, l'écoute, l'amour inconditionnel, l'humour. Vous voyez, les jeux psychologiques, triangle de Cartman. Les présentations croisées, oui. L'approche cognitive et comportementale. Les présentations croisées. L'approche neurocognitiviste, oui. La process com, l'ICO, l'AP. Excellent. Hein? Alors, il y a juste un petit commentaire que j'aimerais apporter. C'est qu'on confond parfois l'approche avec l'outil. L'approche, c'est un référent théorique
C'est un ensemble, c'est un paradigme, c'est un ensemble de notions qui nous permettent d'expliquer, de comprendre et qui nous fournissent des outils et les outils sont accompagnés de techniques. Voilà, donc c'est juste une petite précision à apporter. OK, merci Rachida. Merci à vous tous. Alors, qu'est-ce que la compétence? Alors, on arrive à notre fameuse définition de la compétence selon le Mortef. Ben, je voulais juste vous préciser qu'il y avait déjà un webinaire de prévu sur la nouvelle configuration des 11 compétences de l'ICF qui sont passées de 11 à 8. Et c'est notre ami Mohsin Ayouch qui devait le présenter il y a quelques semaines. Ça a été reporté et donc c'est programmé pour la semaine prochaine. J'espère que je ne vais pas marcher sur les plates-bandes de Mohsin. Donc ici, je ne vais pas commenter le passage des 11 au 8. Mais la définition sur laquelle nous nous sommes basés pour faire notre travail de réflexion, c'est qu'est-ce que la compétence selon le Boterf? Dans son ouvrage, Construire les compétences individuelles et collectives. Alors, le Boterf est parti des 3 grands savoirs que nous connaissons tous, il y en a même 4, le savoir tout court, le savoir-faire, le savoir-être, et on peut même ajouter le savoir devenir. Et il a détaillé davantage. Ici, nous avons pris juste les têtes de chapitre à travers lesquelles nous allons faire la lecture des 8 compétences d'ICF. Alors, il distingue, pour lui, la compétence, c'est la mobilisation ou l'activation de plusieurs savoirs. Ce n'est pas un seul parmi la multiplicité de savoirs, mais tous, plusieurs, dans une situation et un contexte donné. Alors, ces savoirs-là, il en distingue plusieurs types. Le savoir théorique, tout à l'heure, je parlais des référents théoriques. Dans nos formations, on nous a apporté beaucoup de bibliographies, beaucoup de références pour comprendre ce qu'est le coaching, pour savoir ce que c'est. Et donc, tous les savoirs théoriques nous permettent de comprendre et de savoir, de pouvoir interpréter, etc. Les savoirs procéduraux, c'est savoir comment procéder, comment faire ce qu'on a à faire. Quand il s'agit d'outils, par exemple, comment faire passer l'outil, comment l'utiliser et à quoi il sert. Pour les savoir-faire procéduraux, ici, on est à un niveau plus détaillé, c'est au niveau du mode d'emploi de l'outil. C'est ce que nous avons appelé tout à l'heure les techniques. Nous avons des outils, nous avons des techniques. Passer l'outil, on ne le fait pas passer n'importe où. Il y a des étapes, il y a des modes opératoires et c'est ça le savoir-faire procédural. Le savoir-faire expérientiel, c'est un savoir qui vient de l'expérience de l'individu, de la personne. Ici, nous parlons du coach. C'est le savoir-faire que le coach accumule à travers son expérience et à travers sa pratique. Il développe des savoir-faire qui deviennent même des savoir-faire réflexes qui lui permettent de savoir se conduire dans les différentes situations et d'adapter ses comportements à la situation. Les savoir-faire sociaux, c'est également savoir se comporter, mais dans la relation, savoir se conduire dans la relation avec les individus et avec le groupe. Le savoir-faire cognitif, ici, il s'agit de savoir traiter l'information. On peut, surtout aujourd'hui, on a des informations qui viennent de partout. Eh bien, les savoir-faire cognitifs permettent de les traiter, de sélectionner, de prioriser, de savoir raisonner, de critiquer, de savoir nommer ce que l'on fait. Et ça, c'est important pour le coach quand il renvoie des feedbacks et quand il fait des cristallisations à partir des activités ludiques ou autres.
Donc, les savoir-faire cognitifs, savoir apprendre. Et Dieu sait si nous apprenons également avec nos groupes et nos coachés. Alors, à partir de cette définition, nous pouvons distinguer deux façons de voir, deux perceptions. Nous avons celle d'un ensemble de conduites, de comportements qui sont structurés en fonction d'un but. Ça veut dire que nous avons un but et nous avons une action, une tâche qui y correspond et elle doit être en termes de comportement observable. C'est un peu dans la conception behavioriste qui dit que le comportement, c'est l'équation stimulus-réponse et qui repose sur les savoirs. Alors, en termes de métaphore, si vous voulez, c'est quand on est en formation et qu'on apprend des outils et on les pratique. On les pratique en groupe de pairs ou on les pratique pendant les séances de formation. Et quand on est jeune coach ou apprenti coach, eh bien, on les applique de façon mécanique. Alors, il y a une autre… Alors ici, si vous voulez, on est dans une approche par objectif et une approche qui est fractionnée, structurée. Alors que dans la deuxième perception, celle qui est synonyme d'une potentialité intérieure, invisible, une capacité qui génère générative parce qu'elle génère plusieurs possibilités, plusieurs options et aussi des conduites adéquates à une infinité de situations nouvelles. Alors là, on est dans une approche par compétence et dans une logique plutôt d'intégration que de fractionnement. On intègre et on travaille dans la continuité, dans une espèce de complémentarité entre les différents morceaux, si vous voulez, ou les différents outils de notre boîte à outils. Et ça vient justement du phénomène d'intégration. Quand on fait plusieurs heures de vol, quand on devient vraiment coach professionnel, eh bien, on développe des réflexes et de façon intégrée et systémique. Et une dernière distinction qui découle justement de celle-là, c'est distinguer entre être compétent et avoir des compétences. On peut avoir beaucoup de compétences, ça ne veut pas dire qu'on est compétent. Et être compétent, c'est justement cette attitude dans l'approche d'intégration où on a tellement assimilé les outils et les notions que nous utilisons qui deviennent des ressources internes, en plus de nos ressources personnelles qui nous viennent de notre éducation, de notre formation et de notre expérience vécue. Donc voilà, on est plutôt pour être compétent qu'avoir des compétences de façon fractionnée ou structurée. Alors, pour rappeler les 8 compétences, le référentiel actuel de l'ICF, j'essaierai d'utiliser la métaphore d'une équipe soit de football à 7 ou une équipe de handball à 7, bien sûr, et avec un entraîneur pour compléter le nombre de 8. Nous aurons l'occasion de revenir en détail compétence par compétence. C'est juste utiliser une technique mnémonétique pour fixer les différentes compétences. Donc, j'imagine la première compétence qui porte sur l'éthique comme le gardien de but, le gardien du temple, le gardien des lieux qui est à cheval sur l'éthique. Et la deuxième compétence, qui est l'état d'esprit du coaching, à ne pas confondre avec les autres métiers du coach, c'est le coach lui-même qui accompagne l'équipe sans faire à sa place. Il est à l'extérieur du terrain. D'accord ? Les 3 compétences suivantes qui portent sur la relation,
la compétence 3, la compétence 4, la compétence 5, je les imagine comme des joueurs de la défense. Et quand je dis de la défense, on crée cette position méta. Je les vois au milieu de terrain parce que rien ne tourne si ces trois compétences ne sont pas là. Établir les contre-impacts, cultiver la confiance et la sécurité et être présent. Et je verrai deux joueurs importants au milieu offensif, c'est écouter activement et susciter l'enrichissement de la conscience. C'est ce qui prépare à l'avant-centre de marquer des buts, qui est le huitième de la compétence numéro 8, faire grandir son client, accompagner son potentiel. Et au fait, il s'agit d'une même personne qui joue les mêmes rôles. C'est le coach lui-même qui est dans l'éthique, qui est dans l'état d'esprit coaching, qui déploie des compétences pour créer la relation avec son coaché, qui communique d'une manière efficace et qui cultive l'apprentissage et le grandissement de son équipe. Par rapport à la définition de l'OBOTERF, vous avez remarqué que pour déployer ces compétences, le coach il fait appel à un certain nombre de ressources pour les mobiliser en termes de savoir théorique, de savoir procéduraux, du savoir faire procéduraux, du savoir expérientiel, de savoir sociaux et de savoir cognitif. Donc, nous avons pris le soin d'identifier en quelque sorte, compétence par compétence, des exemples de type de savoir mobilisé pour faire preuve de manière pratique de cette compétence. Alors, par rapport aux compétences, comment est-ce que vous les pratiquez? Là, le sondage qui dit dans vos coachings collectifs, comment mettez-vous en pratique les compétences du coach selon l'ICF? Et la question est à choix multiples. Est-ce que vous les pratiquez de façon intuitive, en toute conscience, en toute ignorance, excusez, mais ça arrive, en intelligence situationnelle, sans différence avec le coaching individuel, avec difficulté ou autre? Merci à Bichara de nous accompagner et de nous soutenir sur le plan technique. Alors, dans vos coachings collectifs, comment mettez-vous en pratique? C'est une question à choix multiple. Oui. Si tous les participants ont répondu, ça serait bien d'afficher les résultats. Merci, Bichara. Merci. Donc, ce qui apparaît le plus en intelligence situationnelle, c'est-à-dire les compétences se déploient en intelligence situationnelle, c'est-à-dire dans l'ici et maintenant. Et nous allons remarquer qu'aussi, ces compétences se déploient d'une manière intuitive, aussi en toute conscience. Et des fois, il y a des ratés, d'accord ? Et sans différence avec le coaching individuel, parce qu'on considère l'équipe comme un individu, et des fois, on trouve des difficultés, et c'est normal. Rachida? Oui, j'aimerais ajouter quelque chose. Moi, j'étais un peu gênée quand on travaillait sur ça et qu'on a mis en toute ignorance, parce qu'effectivement, pendant longtemps, je parle de moi, je partage avec vous mon ressenti. Je suis coach depuis 2005-2006
Je n'ai jamais entendu parler des compétences du coach jusqu'à ce que je revienne à ICF Maroc et à ce qu'on parle de certification. Et c'est ce rapprochement-là avec ICF Monde et avec le processus de certification que toutes les règles et toutes les normes d'ICF Maroc ont pris de l'importance. Donc, pendant longtemps, j'utilisais mes compétences, mais en toute ignorance. Je ne savais pas qu'elles étaient en lien avec les compétences selon l'ICF. C'est dans cet esprit-là. Merci, Bichara. Alors, nous voilà arrivés aux compétences. Alors, je m'explique. Nous avons pris toutes les compétences et nous les avons intégrées dans cette grille de lecture dégagée de la définition de l'EBOTERF. C'est-à-dire qu'on a rentré chaque compétence au niveau des savoirs théoriques, des savoirs procéduraux, des savoir-faire procéduraux, des savoir-faire expérientiels, des savoir-faire sociaux et des savoir-faire cognitifs. Seulement, c'est très, très, très long et il est impossible de tout présenter dans le temps qui nous est imparti. Alors, ce que nous allons faire, c'est prendre pour chaque compétence un exemple que nous allons illustrer et nous tenons à votre disposition le support pour ceux qui veulent faire une lecture complète de cette réflexion. Alors, pour la compétence 1, qui dit faire preuve d'une pratique éthique. Le coach, pour faire preuve d'une pratique éthique, doit comprendre et appliquer de manière cohérente l'éthique du coaching et ses normes. On est d'accord? Je pense qu'il n'y a rien à expliquer, sauf qu'il ne peut pas pratiquer les morales éthiques ni les normes et les règles du coaching s'il ne connaît pas la charte de l'éthique et s'il ne connaît pas le code déontologique du métier du coach. Donc ici, les savoirs théoriques sont absolument indispensables pour pratiquer la compétence 1. Les autres aussi, mais comme j'ai dit, je ne vais pas pouvoir tout défiler ici. Alors, dans le coaching d'équipe, puisque c'est celui qui correspond le plus et c'est celui auquel on peut le plus appliquer toutes les compétences, le coach doit aligner en permanence ses attitudes et ses comportements aux valeurs et normes éthiques face à l'équipe, à ses membres. Et c'est ce qu'on dit, ce qu'on appelle la congruence. Être congruent, c'est être aligné, être tout le temps lui-même face à l'équipe et aux membres de l'équipe. À ce niveau, à titre d'exemple d'outil, la notion de zoning développée par Vincent Lennart est principalement la zone 1. Ici, le coach a intérêt à travailler cette zone parce qu'il sera menacé dans son propre équilibre interne. Et la notion de position de vie, OK+, c'est les zones où le coach a intérêt à travailler son OKNS. Un autre exemple aussi d'outil très important à ce niveau-là, c'est le processus de l'ICO, le connaître, le maîtriser pour dépasser les problématiques que posent les questions existentielles au niveau de chaque phase d'accompagnement de l'équipe, en inclusion, au niveau du contrôle et au niveau de l'ouverture. Alors, la compétence 2, incarner l'état d'esprit du coaching. Alors, pour incarner l'état d'esprit du coaching, le coach développe et maintient un état d'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est dans l'ouverture, il est ouvert, il accueille toutes les sensibilités, toutes les différences, toutes les spécificités. Il est curieux pour savoir et on apprend nous-mêmes avec nos coachés, nos équipes. Il est flexible
il s'adapte facilement aux différentes situations, il sait comment gérer l'émergent et il est centré sur le client. Et donc, nous allons prendre ici comme exemple les savoirs procéduraux. Donc, pour incarner l'état d'esprit du coaching, au niveau du savoir procédural, le coach doit pouvoir différencier dans son action entre le coaching et les autres formes d'accompagnement. Et ça, c'est à faire au tout début. Il clarifie avec l'équipe la finalité et le processus de coaching de manière à ce que les personnes qui viennent avec des attentes non correspondantes ne soient pas déçues ni frustrées. Donc, il explique dès le départ que c'est eux qui vont travailler et que lui n'est que le catalyseur, le facilitateur. Et la responsabilité leur revient à eux. Et de cette manière-là, ils s'engagent, ils savent sur quoi ils s'engagent dès le départ. Bien sûr, ils doivent passer par la réflexion, la prise de conscience et l'action. Et tout ceci doit être expliqué au début pour que tout le monde soit d'accord sur les objectifs et les processus. À titre d'exemple, ici, on peut envisager des mises en situation. Je donne deux exemples. Les énigmes d'Einstein, qui est un casse-tête chinois. C'est les fameuses 5 maisons de différentes couleurs. Et dans chaque maison, il y a une personne de nationalité différente, des consommations différentes. La question où se trouve la personne, quelle est la couleur de la maison qui élève le poisson. En proposant cette situation à une équipe avec un mode opératoire, dans un premier temps, une réflexion préalable avant la résolution de l'énigme et dans un deuxième temps, une fois que l'équipe est organisée pour résoudre l'énigme, la résoudre proprement dit, ça va nous permettre de provoquer ce qu'on appelle un reflet systémique qui devrait être accompagné en débriefing pour poser des questions du genre en quoi votre manière de fonctionner vous rappelle votre manière de fonctionner de tous les jours. La même chose pour l'exemple du carré parfait, le fameux jeu avec les cordes, bien sûr, toujours avec un mode opératoire en 2 temps. Un premier temps d'organisation de l'équipe et un deuxième temps en se passant à l'action. Le débriefing, il permet, à travers le partage de vécu, des ressentis et le processus utilisé et les questions portant sur le sens, d'accompagner vraiment l'équipe à révéler sa manière de faire et de pointer les points de vigilance et les axes d'amélioration. Donc, pour permettre au coach de s'inscrire dans une démarche de coaching et non pas d'action, d'accompagnement en position haute. Oui. Si Mohamed l'a dit, à titre d'exemple, nous ne faisons pas ici la liste exhaustive de tous les outils, c'est-à-dire que nous parlons des outils que nous connaissons, que nous utilisons, et pas tous, parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux. La compétence 3, établir et faire vivre les contrats pactes. Alors ici, on ajoute le mot pacte au contrat. Alors, c'est quoi la différence? C'est qu'il s'agit ici d'un partenariat, d'une véritable alliance avec les parties prenantes. Et je répète, avec le coach, avec le commanditaire et l'équipe. Pour créer des contrats pactes clairs, c'est-à-dire que le contrat doit contenir le type de relation de coaching, le processus, les enjeux, les objectifs. Et dans ce contrat, il y a un engagement global, aussi bien pour l'ensemble
aussi bien global que à chaque session de coaching. Alors, nous allons prendre cette fois-ci un exemple dans le savoir-faire procédural. Pour arriver à cette entente et à cette alliance, c'est un accord vraiment de collaboration, le coach doit pouvoir mener l'échange pour s'accorder sur les objectifs et les termes du contrat. Ça veut dire qu'il y a tout un art dans l'échange et dans la négociation pour avoir cette parité qui est nécessaire dans la relation de coaching. Et il mène des entretiens préalables au diagnostic pour avoir une idée des attentes des membres du groupe. Ça peut être, si Mohamed va nous donner des exemples. Voilà, justement. Donc, déjà, le coaching démarre avec les entretiens préalables, soit sous forme de guide d'entretien semi-directif avec les individus ou en groupe à travers les focus group et le brainstorming. C'est très important pour arriver à clarifier la demande. Donc, ces entretiens doivent être structurés en fonction de la première demande. Et il est très important de prendre, par exemple, un échantillon représentatif de l'équipe à accompagner et de mener vraiment ces entretiens avec les individus et les exploiter pour arriver à des conclusions à valider aussi bien avec avec les différentes parties prenantes. Donc, on peut dire que le coaching démarre déjà avec les guides d'entretien à travers la structure qui correspond à la demande de départ, pour clarifier les objectifs et clarifier aussi le processus et les modalités d'accompagnement. La quatrième compétence, cultiver la confiance et la sécurité au service de l'intimité. Alors ici, il s'agit pour le coach de s'associer avec le client pour créer un environnement sécurisé. C'est-à-dire qu'ici, l'alliance qu'il doit créer au tout début, de manière à inspirer confiance, à sécuriser les membres du groupe pour qu'ils puissent s'ouvrir et s'exprimer de façon authentique. Ça, c'est très, très important parce que chez nous, dans notre culture, les gens ont très peu l'habitude de parler d'eux, de s'ouvrir et de dire ouvertement et franchement ce qu'ils ont à dire avec sincérité. Donc, quand on instaure un climat convivial, sécurisé, où la confidentialité règne et où toutes les règles et les normes sont partagées par tous, eh bien, ça permet l'expression du coach, des membres de l'équipe. Alors, nous allons prendre l'exemple ici de savoir-faire expérientiel, sachant encore une fois, je le répète, que tous les savoirs et savoir-faire sont dedans, mais celui-là précise que grâce à son expérience et grâce à sa pratique et à son entraînement, le coach arrive à utiliser les outils et les techniques avec prudence et maîtrise. C'est-à-dire que, bon, un coach professionnel ne va pas s'aventurer à utiliser un outil qu'il ne maîtrise pas et qu'il ne sait pas utiliser, dont il ne sait pas tirer profit. Et ça se développe avec l'expérience. Alors, que fait le coach? Alors, il accueille les individus de l'équipe avec leur cadre de référence. Ça veut dire qu'il écoute chacun, il observe chacun et il respecte le cadre de référence de chacun. Il rappelle les objectifs de la mission et il co-construit avec eux la charte des valeurs. Il met les protections pour s'y conformer et invite à la participation en toute confiance. Et ça, on le fait de façon mécanique, mais ça a tout son sens. C'est Mohamed va nous expliquer d'abord. À ce niveau, nous partageons avec vous un exemple d'outil, c'est ce qu'on appelle la chaîne de confiance. On peut imaginer dans la structure
de l'accompagnement de l'équipe en inclusion, imaginez au départ la réponse à un certain nombre de questions, 2 ou 3 importantes, selon la thématique de l'accompagnement. Imaginez une réflexion individuelle préalable au départ pour permettre à chacun de répondre à ces questions. Et envisager par la suite un partage par binôme et ensuite avec un petit groupe et élargir petit à petit jusqu'à arriver au groupe au complet. Toujours dans le partage d'expériences, on peut imaginer s'il s'agit par exemple lors d'un team building d'une problématique au sein d'un département ou au sein des départements, on peut imaginer l'inclusion par département. S'il s'agit des difficultés ou des problématiques interdépartementales, on peut imaginer la constitution des groupes hétérogènes pour faire le partage entre les différentes entités qui représentent les différents départements. Donc, progressivement partir de l'individu vers des petits groupes, accompagner cette énergie pour faciliter l'expression en toute sécurité et créer la confiance pour produire ensemble. Voilà. La 5e compétence. Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête? Allez, continue. Surtout. Surtout pas. On est tellement... Sinon, ce sera un mauvais teasing. Ok, alors on va essayer d'aller un peu vite. La compétence 5, être et rester en présence. Là, on est dans la posture du coach. Il est pleinement conscient et présent avec le client en se montrant ouvert, flexible, ancré et confiant tout au long du coaching. Alors ici, je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer la définition, c'est clair. Nous allons illustrer par les savoir-faire sociaux. Le coach sait gérer la relation avec les individus et avec le groupe et il sait prioriser. Quand il est centré, par exemple, quand on dit le client ici, c'est l'équipe, ben, il est avec plusieurs personnes et il donne l'importance à chacun. Il est ancré dans sa posture, ça veut dire encore une fois, il est congruent, il est lui-même et il reste dans sa posture basse sur le contenu. La conscience est au centre de tout. Il est conscient, on l'a dit au tout début, il est conscient de ce qu'il fait quand il le fait et des effets que ça a sur les membres de l'équipe. Donc, par sa posture, il crée un espace convivial pour faciliter l'ouverture et l'expression de l'équipe. Il est dans le non-savoir. Et quand il se tait, il laisse de l'espace aux autres, il observe. Active ton micro, Rachida, s'il te plaît. Merci. Éteint. Est-ce que tu peux reprendre cette partie? Tout. Non, uniquement cette partie, par sa posture. Par sa posture, oui. Je ne sais pas pourquoi Parce il s'est que le micro était désactivé. Oui. Alors, je disais par sa posture, le coach crée cet espace convivial qui facilite l'ouverture, l'échange et libère l'expression des membres du groupe. Dans sa posture de non-savoir et dans son silence, il laisse l'espace aux autres. Et il est là pour accompagner, pour expliquer. Il les amène à approfondir la réalité et surtout à structurer les restitutions. Ça ne sert à rien si on fait faire des activités sans passer par les restitutions. Et évidemment, il recadre quand il le faut. À ce niveau, il y a des outils qui portent sur la posture et des outils qui portent sur la relation. C'est ce qui donne de la profondeur et de l'espace pour l'équipe coachée. Le fait de précipiter l'intervention et de passer
directement à l'action risque de se détourner de l'approche coaching et être dans une logique d'accompagnement de style conseil. Donc, par l'écoute, le feedback et la reformulation, le coach il donne de la profondeur à son intervention pour permettre à l'équipe coachée de se révéler à elle-même. La même chose sur le plan de la relation, par sa communication sur la communication et les partages, par le recadrage et des fois en utilisant des métaphores, il agrandit aussi encore l'espace d'écoute pour l'équipe, pour elle-même. Oui, merci, c'est Mohamed. La compétence 6, écouter activement. Donc, l'écoute active est centrale hein, dans la pratique du coaching. Et pour écouter activement, il est attentif à tout ce qui se passe et surtout, non seulement au dit, mais au non-dit. Hein, le langage non verbal, le paraverbal, il sonde quand il s'agit d'émotions, il écoute tout ce qui se passe. Il écoute par ses yeux et pas seulement par ses oreilles. Pour soutenir l'expression personnelle du client en tenant compte de son contexte systémique. Encore une fois, on n'oublie pas que le client est là, il est présent avec son cadre de référence. Et il fait partie aussi d'un contexte, d'un environnement. Donc, le coach, au niveau des savoir-faire cognitifs, c'est l'exemple que nous prenons ici. Le choix est vraiment au hasard. Hein. On n'a pas déterminé ce choix de façon réfléchie. Alors, les savoir-faire cognitifs, être conscient de l'impact de l'écoute active sur le comportement des individus et du groupe. Encore une fois, il est conscient de faire ce qu'il fait. Et là, il fait aussi de la métacommunication. Hein, il les fait parler sur leur manière de communiquer. Alors, toujours, il crée toujours tous les espaces. Ici, c'est l'espace d'écoute, des dits et non-dits, et d'échange pour l'équipe à travers sa position basse sur le contenu et sa position haute sur le processus. Il est dans le non-savoir, mais il accompagne, il a des moyens pour faire avancer l'équipe dans sa réflexion et dans sa prise de conscience. Des exemples d'outils? Voilà, à titre d'exemple, un jeu de cartes qui porte sur le mode de fonctionnement de l'équipe. On peut proposer à une équipe ces jeux de cartes. C'est un outil qui a été développé par Michel Moral et sa conjointe, Lamy, Florence Lamy. Et c'est un jeu très puissant dans la mesure où, dans une approche ludique, on amène l'équipe à réfléchir sur son mode de fonctionnement. Donc, on leur propose une dizaine de cartes, 5 roses et 5 bleus. Les roses, ils portent sur le respect, l'écoute, la présence, la contribution et le feedback. Et les 5 bleus, ils portent sur la métaposition, l'audace, la fraîcheur, l'humilité et l'explicitation. Et on invite chacun à choisir 3 cartes qu'il considère importantes pour lui dans le fonctionnement de l'équipe. Et on les invite à se mettre parmi eux pour négocier, pour se mettre d'accord sur 3 cartes. Ce qui est intéressant au niveau de ce jeu, on va comprendre est-ce que l'équipe s'inscrit dans un mode de fonctionnement dans la conservation, c'est un mode traditionnel qui peut être adapté à certaines situations, ou dans un mode de changement, de transformation, de prise de risque. Donc, le fait de renvoyer l'image à l'équipe sur sa manière de fonctionner, soit elle renforce d'une manière sereine son mode de fonctionnement en étant conscient de ces différents aspects, ou en apportant des changements, peut-être avec prudence, ou en prenant carrément le risque si le mode de fonctionnement
et plus convenable à leur activité. Voilà. Oui, merci, c'est Mohamed. La compétence 7, susciter l'enrichissement de la conscience. Alors, on ne peut pas dire que... bon, je garde les commentaires pour après. Susciter l'enrichissement de la conscience, ça veut dire que tout le travail de l'équipe doit aboutir à une prise de conscience qui elle-même doit aboutir à comment dire, à un agenda, ce qu'ils appellent eux l'agenda, c'est un plan d'action pour passer à l'action sur le terrain. Ici, donc, j'essaie d'aller vite. On propose des mises en situation pour provoquer des reflets systémiques. Hein. On peut utiliser aussi, là, je n'ai pas insisté parce que l'ICF donne déjà tous les outils en haut. Il parle de questionnement puissant, de silence, de métaphore, d'analogie. Et donc, le coach, il accompagne l'équipe pour élargir son champ de conscience. D'ailleurs, les prises de conscience sont un point de départ pour la transformation, mais nous verrons que ce n'est pas suffisant. Ça doit passer par l'action pour que le changement soit réel. Voilà, il ouvre les champs de... Oui. À titre d'exemple, ici, le coach, il prend le temps, son temps, pour poser la bonne question, la fameuse question puissante. On peut donner aussi 3 exemples à ce niveau. Un exemple d'outil qu'on appelle la ligne du temps, d'accompagner une équipe par rapport à une problématique, à partager, à mettre à plat leur perception, leur représentation de leur passé, de leur situation dans le passé, et de faire le bilan par rapport au présent et de se projeter dans le futur. Et le fameux questionnement, il permet à l'équipe, à travers les partages, d'avoir une idée sur les divergences de points de vue et de se mettre d'accord sur une représentation de la réalité dans le passé et le présent pour les amener dans une projection future. 2 autres exemples d'outils qu'on utilise fréquemment, c'est les fameux chapeaux de Bono. En amenant les individus membres de l'équipe à réfléchir sur une problématique, en adoptant les fameux 6 postures. La première, être factuelle. La deuxième, c'est le registre émotionnel. La troisième, être optimiste. Quatrième, être pessimiste. Et la dernière, la 6e, c'est organiser tous ces éléments-là en plus de la posture créative. Ça nous amène au dernier outil, la stratégie de Walt Disney, les 3 postures, réfléchir sur une problématique en étant dans une position de rêveur, position critique, et d'arriver à la réalité en dégageant les axes importants pour le plan d'action de l'équipe. Et enfin, la compétence 8, c'est faire grandir son client et accompagner son potentiel. Donc, toujours en alliance avec le client pour transformer l'apprentissage et les prises de conscience en action. Là, c'est le rôle d'énacteur du coach hein, qui doit pousser vers l'action. Et comment dire, il accompagne l'équipe au bout de son plan d'action en toute conscience et en toute confiance. Et là, on accompagne souvent les équipes, même sur le terrain, pour voir comment ils évoluent et comment la transformation est opérée par l'action et pas seulement par l'apprentissage et la prise de conscience. Donc, tout ce qui est exercice de projection est intéressant à ce niveau, dans la mesure où on permet à l'équipe de découvrir les bénéfices de son action. L'exemple d'outils aussi, les
fameux 3P, permission, protection, puissance, parce qu'il se peut qu'on crée une certaine dynamique et on risque d'aller droit au mur si on n'arrive pas à mettre en place les points de vigilance pour à prendre en considération pour déployer la puissance et permettre aussi à l'équipe de développer cette intelligence collective dans la situation qui va lui donner en quelque sorte une forme d'agilité. Voilà. On est arrivé à bout. Alors, un dernier sondage. À votre avis, quelle est la compétence déterminante en coaching? Et là, c'est un choix unique. À travers toutes les compétences, les 8, quelle est d'après vous celle qui est déterminante en coaching d'équipe? Faire preuve d'une pratique éthique, incarner l'état d'esprit du coaching, établir et faire vivre les contrats pactes, cultiver la confiance et la sécurité au service de l'intimité, être et rester en présence, écouter activement, susciter l'enrichissement de la conscience, faire grandir son client et accompagner son potentiel. Merci d'afficher. Oui. Et là, c'est par chat. Ah non. Non, pardon. C'est un choix unique. Non, ce n'est pas par chat. Non. Merci d'afficher les résultats. Alors, on a des… Bon, là, on peut tenir compte du pourcentage parce qu'il y a un choix unique. Exactement. 35% qui veulent faire grandir et accompagner le potentiel. 18% cultiver la confiance, la sécurité au service de l'intimité. 12% faire preuve d'une pratique éthique et être et rester en présence, écouter activement. Ce qui nous amène à dire que toutes les compétences sont importantes et le plus important, c'est de faire grandir son client et accompagner son potentiel. Merci beaucoup, Bichara. Donc, en conclusion, comme vous l'avez remarqué, le déploiement des 8 compétences en coaching d'équipe est complexe et multidimensionnel. Les 8 compétences telles qu'elles sont présentées de façon linéaire numérotée sont en fait imbriquées les unes avec les autres. Ils sont complémentaires, interdépendantes et le coach les pratique de façon systémique. Si vous vous rappelez des 2 types d'approche de la compétence, une approche behavioriste et une approche de potentialité invisible, on la retrouve ici. La maîtrise des outils et techniques, il facilite l'expression de la compétence en coaching d'équipe, mais il ne se fie pas. Le premier et le principal outil du coaching est le coach lui-même, dans la mesure où il renforce sa posture et affûte ses compétences à travers la formation, la pratique et le travail sur soi. En plus de la posture, le coach peut apporter de la valeur par son approche selon le contexte et la situation. Une approche ludique, humoristique, métaphorique, intellectuelle, au-delà de la qualité des outils qu'elle déploie. Et finalement, le coach lui-même reste le meilleur outil de coaching. Nous vous remercions pour votre présence, votre patience et nous sollicitons votre générosité pour de partage d'expériences et de questions. Alors, juste un mot sur les… nous avons ici des références bibliographiques pour ceux
ceux et celles qui veulent peaufiner, qui veulent comment dire, aller plus loin dans la réflexion sur cette thématique. Ben, on vous la fera parvenir. Ben, merci pour votre patience. On a été un peu long, on en est conscient, mais tout est important et on n'a pas pu faire de grandes coupures dans notre cheminement. Maintenant, la parole est à vous. Et si Mohamed, tu enlèves le partage d'écran pour qu'on puisse se voir, s'il te plaît. Excellent. Qu'on puisse voir nos amis qui sont avec nous. Bravo Rachida et si Mohamed. Merci beaucoup. Merci. C'était excellent. Je ne vais pas dire plus. Juste question de gérer un peu ensemble le temps. On se donne limite 20 heures. Et je laisse d'abord les questions à l'assistance et merci de rester avec nous. Okay. Limite 20 heures. D'accord. Allez-y, l'assistance. Nous attendons vos questions. Surtout, surtout nos commentaires. Moi, je peux vous dire vraiment bravo, grand bravo. J'ai apprécié. C'est très structuré. Bravo pour la pédagogie. Honnêtement, chapeau. Chapeau, de retrouver tous ces outils, toutes ces approches, tout ça, moi j'ai adoré. Merci beaucoup. Merci. Amir. Oui, quelqu'un cherche à prendre la parole? Est-ce que vous m'entendez? Oui, Nza, on t'entend. Ah, ben, génial. Parce que je n'ai plus l'icône de la caméra. Ben, écoute, j'ai pris le train avec un peu de retard et j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup apprécié. J'ai été scotchée jusqu'à la dernière minute. Donc, bravo pour ce beau travail de recherche parce qu'on sent derrière, il y a énormément de travail de recherche, il y a énormément d'informations et aussi la synthèse. Et j'imagine que vous vous êtes bien amusé à faire cette intégration entre tous ces outils et on sent deux coachs passionnés. Et moi, j'ai beaucoup de plaisir quand je vois mes pairs marocains faire des travaux d'une si grande valeur scientifique parce que c'est du travail. Donc, bravo, chers pairs, vraiment, vous faites honneur à la pratique. Merci beaucoup, Nza. Merci. Oui, moi aussi, je me joins à Nza et je vous félicite. C'est vraiment du top du top. C'est du haut. ما كتسمعونيش؟ لا دابا Je vous félicite. C'était vraiment, c'est très riche, très intéressant et moi, vraiment, bravo. C'est très instructif c'est très utile pour nous, pour faire les liens. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Excellent. J'ai beaucoup suivi les chats, Rachida et Mohamed. Il y a beaucoup d'éloges. Je n'ai pas vu de questions pour l'instant, mais tout est éloge pour vous. Les questions sont là. Ben, ils ont créé une certaine, pour moi, beaucoup de questions, beaucoup de pointeurs vers beaucoup de recherches. C'est vraiment intéressant. Je suis très content d'être parmi vous. C'est dommage que, bon, vaut mieux tard que jamais, comme on dit. مرحبا بك معنا مرحبا. مرحبا بك. Qu'est-ce qui est dommage? فوق ما جا الخير كينفع. Oui, exact. Vaut mieux tard que jamais. C'est des deux côtés. من جهة ICF ومن جهتك انت. الخير c'est de partout. Allah يبارك فيك. Allah يبارك فيك. Moi, j'ai une question à Mohamed et Rachida. Oui, on t'écoute. Comment vous avez créé votre complicité? Elle était spontanée. Elle était spontanée, notre complicité. En fait, c'est notre culture commune. Je l'ai dit dans notre motivation. On se connaissait de loin, puis un jour, j'ai tapé à sa porte et on a parlé de pédagogie et de coaching. Et tout de suite, il y a eu un, comment on appelle ça? Quand il y a un contact. Voilà, on a matché. Le feeling. On a matché. Bon feeling. Bravo.
Donc, aucun outil de coaching n'a intervenu. Voilà ce que je voulais vous poser la question. Autant d'outils. Et... C'est le savoir-faire expérientiel. Voilà. Vraiment, nous avons vécu une expérience extraordinaire. Nous l'avons vécu dans le respect, dans le partage, la générosité. Nous l'avons vécu en intelligence collective. On se permet de faire des erreurs parce que c'est un exercice très complexe. À un moment donné, on confond des compétences avec séances de coaching. Et c'est ce que nous avons partagé avec vous, c'est une idée très simple, comme quoi les compétences, ils sont imbriquées les unes les autres. Il faut les intégrer dans l'ici et maintenant, aussi bien avec les individus qu'avec l'équipe. Les groupes. Merci. Je lis une phrase, enfin une question de Magda qui vous demande quelle a été la compétence la plus délicate à illustrer. Je me permets de la lire. C'est une question pour Rachida et Mohamed. Parmi les 8. Bien sûr. Pour les... J'aimerais demander à Mejda, d'après elle, c'est laquelle? Et voilà la question de coach. Voilà. D'après toi, Mejda, laquelle parmi les compétences a été la plus délicate? Écoute, moi, c'est parce que j'ai admiré votre travail et surtout que vous êtes allé sur le coaching collectif. Et là, franchement, chapeau bas. Et maintenant, par rapport aux 8 compétences, les avoir transposées direct sur le coaching collectif, franchement, c'est ce que je voulais partager avec vous. Qu'est-ce qui était plus délicat? Pardon? Ça a coupé. Oui, je disais que bravo pour avoir pensé à transposer ça direct au coaching collectif. Oui. Maintenant, moi, personnellement, je n'ai pas d'idée, mais j'aurais aimé avoir votre partage. Quel est, d'après vous, qu'est-ce qui était plus difficile? Voilà, Majda, merci beaucoup pour la question. Le fait que nous avons utilisé la définition de Logotep, ça nous a permis de dépasser en quelque sorte cette difficulté. Parce que une compétence, c'est la mobilisation d'un certain nombre de ressources. Donc, si on n'arrive pas à trouver des exemples sur les savoir-faire, les savoir-faire procéduraux, sur les savoirs théoriques, il y a toujours un moyen pour trouver une entrée pour illustrer la compétence. Donc, nous n'avons pas trouvé... La difficulté que nous avons trouvée, c'est la contrainte du temps. Il y a beaucoup de choses à dire. Et ce que nous cherchons à partager avec les collègues, c'est cette relation compétences, ressources et outils. Voilà, savoir-faire. Et juste une chose pour Mejda, pour compléter ce qu'a dit Si Mohamed. Parfois, on a eu beaucoup de mal à dégager les nuances. On a beaucoup travaillé, on a beaucoup réfléchi, on a trouvé des exemples vraiment pour détacher de façon artificielle les 8 compétences et les entrer dans la grille de la définition de l'Ubortef. Il y a parfois des nuances très délicates pour distinguer les unes des autres. Mais ça nous a demandé beaucoup de travail et beaucoup de réflexion, c'est vrai. Moi, je trouve que le fait que vous avez cité beaucoup d'outils dans le coaching d'équipe, ça a été vraiment très illustrant quand vous avez cité des outils de coaching très bien utilisés par les coachs au niveau de l'équipe. C'était vraiment de bons compléments à l'approche conceptuelle. C'est la pratique par des outils. Pour moi, c'était intéressant. Et j'ai eu du mal à répondre à votre dernière question.
Ah oui. Eh ben, c'est la question piège. Il fallait dire toutes. Vous allez dire toutes. Exactement, franchement. Justement, oui. si vous le permettez, pour me joindre, voilà, je me présente, Amina Moumni, je suis un petit peu novice dans le domaine, mais je suis votre belle communauté. J'ai eu la chance de rencontrer M. Faïr. Je suis une ancienne INRAH de l'INRAH. On n'a pas eu le temps de trop se connaître, mais quand j'ai quitté, lui, il venait à peine. Voilà, donc c'est une belle communauté que je suis. Moi, je fais pas beaucoup, comme je démarre, je fais pas beaucoup de coaching collectif. Je suis beaucoup dans le scolaire. Alors justement, par rapport à votre dernière question, le dernier sondage, selon votre grande expérience, et je vous dis vraiment bravo, j'étais scotchée devant de grands éminents formateurs, de grands professionnels. Donc par rapport à la dernière question, et selon votre expérience, sur quoi justement mettre l'accent? Faire grandir le coach, le coaché ou l'équipe, travailler sur la prise de conscience, sur l'éthique. Voilà, j'aimerais bien voir votre partage par rapport à ça. Merci. En fait c'est tout un processus. Quand on accompagne aussi bien un individu qu'une équipe, ce n'est pas en un instant T. C'est plusieurs séances. Et quand on a défini les objectifs, on sait où on va. Et justement, le travail sur les outils, c'est à partir des objectifs de pouvoir choisir les outils qui vont convenir pour que tout cela soit fait. C'est-à-dire qu'il faut en même temps provoquer de l'ouverture, en même temps faciliter l'échange, en même temps faire prendre conscience, en même temps faire grandir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas détacher une compétence de l'autre. Tout est important. Et c'est ça la réponse justement au sondage. Il n'y en a pas une qui est plus importante, puisque l'une détermine l'autre. Elles sont imbriquées et chaque compétence se nourrit de l'autre. On peut pas dire, on peut pas les numéroter. Quand on les pose comme ça, de 1 à 8, c'est juste pour une présentation linéaire, pour expliquer. Mais en fait, elles sont systémiques et elles sont toutes présentes en même temps. Merci beaucoup. Voilà. Sans les 8 compétences, on ne peut pas apporter de la valeur à notre équipe. Le choix aussi des outils, c'est en fonction aussi de la demande et en fonction du niveau de maturité de l'équipe. Et en général, l'approche ludique, il marche bien. Pourquoi il marche bien? Parce qu'il sollicite la spontanéité. Et dans la spontanéité du fonctionnement de l'équipe, l'équipe se révèle à elle-même. C'est là où la touche du coach d'équipe devient importante quand il renvoie une image à l'équipe sur sa